tout ça, il y a un enjeu encore plus important qui est celui des travailleurs, de leur changement de comportement, de leur capacité de travailler désormais à distance. Donc, et pour en parler, un certain nombre de protagonistes que je vais vous présenter. En fait, il y a des enjeux pour les trois grands protagonistes de ce marché, que sont d'une part les travailleurs. Et les travailleurs, en fait, aujourd'hui, sont au milieu du gué, dans une organisation où d'un côté, on est encore un petit peu dans le monde d'hier, avec une organisation au siège, collective, récurrente, et on est en train de passer dans un mode de fonctionnement de travail flexible qui appelle d'autres modes d'organisation. Et puis deuxième enjeu pour ces mêmes travailleurs, et qui sont encore plus importants sur l'Île-de-France, ce sont les enjeux qui sont liés au transport, au déplacement, et là ils sont très conséquents. Sur la France entière, et les chiffres sont bien plus conséquents sur l'Île-de-France, entre 1988 et 2008, le kilométrage moyen parcouru par un travailleur dans son itération domicile-travail a doublé, et il ne cesse de croître. Donc là c'est un enjeu sur lequel il faut pouvoir intervenir. Deuxième enjeu, les entreprises. Les entreprises sont sur un enjeu de productivité, essentiellement, et donc et de mutation. Donc comment est-ce qu'elles s'organisent, et ça pose toute une série de nouvelles questions. Et puis enfin les collectivités. Les collectivités ont là un enjeu qui est celui d'un rééquilibrage territorial entre des villes dortoirs et des villes travail. Et c'est pas simplement celui-là, il y a aussi d'autres enjeux, et l'agence du Val-de-Marne nous en parlera. Ce travail mobile, très rapidement, aujourd'hui, ceux qui le font, ceux qui l'organisent, ceux qui déclenchent cette mutation, ce sont les travailleurs. Ces travailleurs, en fait, sont amenés à héberger le travail ailleurs que dans le siège social. Et aujourd'hui, 37% du temps moyen de travail se délocalise ailleurs que dans le lieu principal du travail. Que ce soit chez soi, c'est la plus grande partie, mais également dans les transports, dans des cafés, dans des télécentres parfois, mais pour l'instant l'offre est encore très faible. Agilité temporelle, parce qu'on va travailler dans d'autres temps, on va travailler le soir, on va travailler le week-end, on va travailler même en vacances. Agilité sociale, parce que les terminaux nomades et leurs fonctions vont permettre en fait une intensité très forte des échanges avec les collègues, les fournisseurs, les clients, la hiérarchie, etc. Donc on est sur des agilités qui vont être servies par aujourd'hui l'appropriation des outils numériques, et qui rencontre en fait une autre problématique et qui fait partie des solutions des nouveaux espaces de travail, c'est comment est-ce que je vais concilier des organisations de vie quotidiennes, c'est-à-dire assurer aussi d'autres éléments que mon travail, c'est-à-dire comment au sein du travail même, je vais pouvoir organiser différemment mon quotidien. Ça fera partie des enjeux et des défis de ces nouveaux espaces de travail. Donc, les 4 questions que nous allons poser aux protagonistes qui sont présents à la tribune sont finalement quels sont ces nouveaux espaces. On parle de télécentres. Est-ce que c'est la seule solution? N'y a-t-il pas d'autres éléments de réponse? Quels sont les services qui sont directement liés à l'offre du travail? Et ça c'est important, Orange aura l'occasion de nous en parler. Quel service à l'usager de la ville, puisque c'est la même personne qui est travailleur, mais qui peut aussi avoir accès à un certain nombre d'aménités au sein de ces mêmes espaces. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très nouveau. Et puis, quel est l'environnement numérique? Il faut du haut débit, du très haut débit, il faut de la connexion, etc. Parce que tout ça va fonctionner sur la base du cloud computing. Donc voilà pour ces 4 questions. Quelques éléments que je vous présente et sur lesquels vous allez pouvoir réagir, ce sont les chiffres officiels de la région Île-de-France sur l'équipement actuel de télécentre et puis la montée en charge. Je sais que certains d'entre vous trouvent que ces chiffres sont un peu faibles. Ils auront l'occasion de dire que c'est beaucoup plus important que cela.
Je ne commande pas ces chiffres et vous n'allez pas pouvoir les lire parce qu'ils sont trop petits, mais on est encore sur des données qui sont relativement dérisoires. J'espère que vous avez l'occasion de les regarder, ces chiffres-là. Bon, et vous allez pouvoir nous les commenter. Mais dernière slide pour dire que ce phénomène n'est pas du tout franco-français, c'est évidemment un phénomène très international et qui mûrit de la même façon partout, à des vitesses qui peuvent être plus ou moins impressionnantes. Aux États-Unis, ça va très très vite. On voit que l'Europe, dans cette globalité, va à peu près aussi vite que l'ensemble des États-Unis, mais on n'en est qu'aux prémices. Et ces chiffres, dans un an, nous sembleront sans doute dérisoires. Ça va aller très très vite. Donc on est sur une révolution. On est au moment de cette révolution. Et donc, pour nous en parler, ils ne sont pas dans l'ordre. Frédéric Bleus, directeur général de Régus. Joël Guessot, directeur général de l'Agence du développement du Val-de-Marne. À ma droite, tout de suite, Yann Gosselin, qui est président de Creative Valley. Bonjour. Hubert Mallet, qui est le deuxième à partir de la gauche, qui est directeur Business Partnership Développement d'Orange, en charge plus spécialement de cette problématique. Et enfin, Nathanaël Mathieu, qui est un complice que je vois de tribune en tribune, qui nous parlera d'un Tour de France, et il a des tas de choses à nous dire, puisqu'il est en train de faire un grand Tour de France pour répandre la bonne parole, l'évangile du travail mobile. Merci, je vois que ça démarre bien. Ça, c'est une bonne question, mais je suis content qu'elle puisse être posée. J'ai eu l'occasion de dire il y a une semaine, parce que nous organisions une grande manifestation sur l'innovation, ici, sous-entendu dans le Val-de-Marne, on ne triche pas sur les chiffres et les résultats. Donc c'est bien que vous ayez pu montrer les camemberts, et c'est vrai qu'ils montraient que d'une certaine manière, dans le Val-de-Marne, c'était plutôt en train d'émerger. Et que quand on compare, on voit encore le chemin qui reste à parcourir. Mais quand on regarde bien aussi les slides que vous nous avez montrés, on constate aussi des différences très fortes entre la France et le reste de l'Europe, et les États-Unis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'enjeu peut-être principal, il est là. Comment on fait pour conforter l'attractivité du Val-de-Marne, du Grand Paris, de la France à l'échelle internationale? C'est un élément de réponse, bien évidemment, il n'est pas en soi suffisant, mais c'est aussi notre capacité à nous adapter à de nouveaux besoins. L'offre doit aussi partir des nouvelles aspirations, vous les avez un peu citées, celle des salariés sans aucun doute, celle des entreprises qui recherchent la compétitivité, y compris dans un contexte économique difficile. Et je crois que ça nous oblige à innover, à inventer, à nous poser les bonnes questions pour réfléchir aux nouveaux produits immobiliers adaptés à des nouvelles formes de besoins exprimés par les salariés et les entreprises. Ça nous oblige aussi, au-delà des produits immobiliers, c'est tout l'enjeu des espaces de coworking notamment, ça nous oblige aussi à penser à tous les services qui peuvent être proposés aux entrepreneurs, aux startups, aux dirigeants d'entreprise pour créer le meilleur contexte, le meilleur endroit pour leur permettre de développer leur activité et justement de créer de la valeur ajoutée. Alors, un peu de sémantique. Finalement, il y a des noms qui circulent, télécentre, espace de coworking, cantine, etc. Est-ce que vous projetez dans un de ces noms, dans plusieurs, ou est-ce que pour vous c'est dérisoire? Oui. Est-ce que c'est quoi la problématique de la localisation? Comment aborde-t-on le lieu? Qu'est-ce qui va se passer dans ce lieu-là? C'est quoi, pour notre audience-là, c'est quoi un nouvel espace de travail? Peu importe le nom, je faudra bien qu'on baptise quand même. D'une certaine manière, c'est pas très grave qu'il y ait plusieurs noms aussi pour caractériser ces nouveaux lieux, ces nouveaux espaces de travail. Ce qui est important, par contre, on a eu l'occasion, d'ailleurs, vous et moi, d'en parler dans un autre débat, c'est qu'il faut que ces lieux existent. Il faut les faire émerger en nombre suffisant dans le Val-de-Marne, dans le Grand Paris, en France, parce que la demande est forte. Et aujourd'hui, il faut répondre à la demande. Il n'existe pas suffisamment d'espace. Et quand on regarde les nouveaux
nouveaux espaces de coworking, de télécentres, de télécentres ruraux ou autres espaces, nouveaux espaces de travail, on s'aperçoit souvent qu'il y a plus de demandes que d'offres, que les besoins exprimés sont plus importants qu'aujourd'hui ce que le secteur privé ou le secteur public, ou des fois le secteur public et privé peuvent proposer pour répondre à ces besoins. Et là est l'enjeu. Ce que nous avons fait dans le Val-de-Marne, et nous l'avons fait pour un certain nombre de ces centres il y a déjà quelques années. Je pense au centre d'affaires, vous savez, qui est assez unique sur le territoire national, dédié aux entreprises espagnoles, Centro Negocios. C'est une idée publique qui a pu voir le jour parce que le secteur privé l'a aidé à la faire émerger. Et ce produit, il est rentable. Ce qu'on a pu faire dans le Val-de-Marne, je pense à un hôtel de l'innovation qu'on a créé spécifiquement pour les entreprises innovantes, françaises et étrangères. Tous ces lieux, tous ces produits-là, ce qui va se faire, ce qui est en train de se faire sur le Val-de-Bièvre, ce qui va bientôt se faire à Vincennes, tous ces lieux-là sont remplis. Il suffit de les sortir pour qu'en face, il y ait des entreprises pour des porteurs de projets pour trouver une place. Il faut qu'on continue à créer ces lieux-là. Des fois, le secteur public peut y aider et des fois, pas besoin que le secteur public aide parce que comme derrière, il y a un marché, il peut très bien y avoir de la rentabilité très vite aussi. On va revenir vers vous parce qu'on aura d'autres questions à vous poser. Moi, j'aimerais revenir vers Nathanaël Mathieu. Donc, Nathanaël Mathieu est associé, cofondateur donc de LBMG WorkLabs et donc un acteur. Il va se définir. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il est en train de prendre le pouls de ce marché. Il est en train d'achever un difficile Tour de France, en tout cas un peu fatigant, mais en même temps gratifiant parce que il y mesure qu'il se passe vraiment quelque chose. Et c'est pas un phénomène parisien, c'est même pas un phénomène francilien, c'est véritablement un phénomène qui affecte l'ensemble du territoire. Donc j'aimerais que tu nous dises peut-être très très rapidement qu'est-ce que tu fais sur le Val-de-Marne, et puis derrière que tu nous dises peut-être les 3 grandes idées que tu retiens de ce Tour de France que vous êtes en train de faire, et avec, de ce que j'ai compris en tout cas, des tweets qui circulent, des blogs, etc., un certain enthousiasme que j'entends autour de ce déploiement national. Oui, merci Bruno, bonjour à tous. En 2 mots, ce que l'on fait, puisque Baptiste qui travaille avec moi est là aujourd'hui, LBMG concrètement accompagne les entreprises dans la mise en place du télétravail et accompagne les territoires et les opérateurs immobiliers dans la création d'espaces de travail collaboratifs, donc ce dont vient de parler Joël. Et donc on a créé un Tour de France du télétravail avec d'autres acteurs du télétravail pour justement aller dans une dizaine de régions françaises et voir quel était l'état entre guillemets d'attente par rapport à de nouvelles organisations du travail autour du travail mobile dans les entreprises, et en même temps sonder les territoires sur le soutien ou les attentes qu'ils pouvaient avoir pour leur territoire autour des usages du travail mobile. Aujourd'hui, quels sont les résultats de ce Tour de France? Si ce n'est quelques cernes en dessous des yeux, c'est que les territoires sont en attente majeure autour de ces espaces de travail. Pourquoi? Parce qu'au-delà d'apporter du bien-être et entre guillemets de l'attractivité économique, ces lieux ont un potentiel de entre guillemets de rassemblement de différents types d'initiatives sur les territoires assez impressionnantes. Sur ce Tour de France du télétravail, on a créé des tiers-lieux éphémères. Il y avait dans ces tiers-lieux un espace de coworking, un télécentre avec de la visio, des services technologiques importants, mais aussi des espaces de mode de vie durable où on parlait de consommation collaborative, de nouveaux modes de fabrication. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que sur les territoires, on a différents publics qui sont prêts à s'engager. Il y a des espaces de travail qui sont faits pour eux, mais il y a aussi de nouvelles façons de s'exprimer dans la société qui peuvent être contenues dans ces lieux. Et donc, tout ça crée des initiatives, que ce soit à Lyon, à Strasbourg, en région PACA, au Midi-Pyrénées. Hier, on était à Rennes, demain, on sera à Angers. On voit qu'il y a une ébullition de projets portés soit par des privés, soit par des associations, soit par des territoires, et que tous ces projets ont une ligne directrice qui est basée sur l'évolution du travail. Le travail est au cœur de cette réflexion-là. Le travail évolue, mais sous des formes qui ne sont pas purement professionnelles, mais qui sont, entre guillemets, à la limite. Et c'est tout l'intérêt pour les territoires, et c'est pour ça, je pense qu'il y a un intérêt fort du Val-de-Marne, de la région Île-de-France et de tous les territoires autour de ça, c'est que ça crée des dynamiques. Et les entreprises, elles sont dans l'entre-deux. On parle de convergence. Aujourd'hui, il y a
1 salarié sur 5 qui travaille en dehors du bureau 1 heure par semaine, c'est la réalité. Et je pense qu'elle est largement dépassée quand on fait un peu lever les bras et les mains dans les assistances. Cette réalité, l'entreprise a du mal à l'accepter. Aujourd'hui, on se dit le télétravail, je ne vais pas l'encadrer, sauf que dans les faits, cette mobilité, il faut l'encadrer, parce que c'est un outil de productivité et d'agilité. Et toutes les entreprises qui sont venues témoigner de ça, elles ont bien montré que quand elles arrivaient à le prendre à bras-le-corps et à en faire un projet qui n'est pas RH, mais qui est immobilier, et c'est pour ça que j'étais heureux d'intervenir aujourd'hui, parce qu'on est dans des projets transverses, RH, immobilier, RSE, on change, on transforme l'entreprise, et le travail mobile, c'est un révélateur de tout ça. On doit transformer. Et les entreprises qui viennent, elles nous disent, moi, je me suis mis dans cette perspective, et demain, l'immobilier, je vais le baisser dans mon entreprise, je vais utiliser des espaces complémentaires, parce que ça répond à des attentes de bien-être et de productivité pour moi. Donc voilà un peu les résultats qu'on a de ce Tour de France. Merci Nathanaël. Je pense que ce qui est intéressant, c'est ce que disait Joël Guesson, c'est qu'on est à un moment d'un découplage très très fort entre une demande très forte de la part des travailleurs. Certains même commencent à prendre des initiatives, de s'organiser différemment, et aujourd'hui un retard très net de la part des offreurs et territoires et espaces immobiliers, mais aussi, et on va avoir l'occasion d'en parler, sur les offres technologiques, quelles sont-elles? Est-ce qu'on va laisser les travailleurs se débrouiller tout seuls, ou est-ce qu'on va leur apporter des solutions? Donc aujourd'hui, dans cette espèce de triangle qu'il y a d'un côté d'un côté les travailleurs, de l'autre les collectivités et troisième les entreprises, au milieu de ce triangle, eh bien, il faut des acteurs, il faut des opérateurs, et ça c'est tout à fait important. Il y a des initiatives qui sont prises aujourd'hui. C'est, comme on vient de le dire Nathanaël, on est forcément dans du partenariat, on est forcément dans du dialogue, on est forcément dans de la concertation. Aujourd'hui, des conversations ont lieu entre acteurs. Régus pourra éventuellement parler, il parle avec Orange, il parle avec la Caisse de dépôt, il y a des réflexions, des projets, il faut des opérateurs. Régus est sans doute un des acteurs les plus anciens sur ce marché-là. Aujourd'hui, Régus fait face à de nouvelles demandes. D'abord, comment est-ce que tu réagis, Frédéric, par rapport aux chiffres que j'ai proposés, qui viennent de la région Île-de-France? Je me souviens que dans une récente conversation, tu évoquais des chiffres beaucoup plus importants. Quelle est l'évaluation que toi, tu fais de ce marché, de cette demande d'espace, de nouveaux espaces de travail? Bonjour Bruno, bonjour à tous, merci pour la question. En effet, je crois qu'aujourd'hui, la demande qui émane des salariés et des collectivités va bien au-delà de ce qu'on espérait il y a encore quelques mois, ce qui nous oblige tous à nous organiser pour offrir justement ces nouveaux lieux. Nous aujourd'hui, en matière de nouveaux lieux, on a déjà en test depuis le début de l'année 2012 une station-service en France sur l'autoroute A10 qui nous donne satisfaction, et parce qu'elle nous donne satisfaction, on va passer à la phase opérationnelle en Allemagne dès le premier trimestre 2013 à Berlin avec 25 sites. Donc ça c'est un vrai projet. On a un deuxième projet qui arrive début 2013 en France au niveau des gares SNCF, la gare du Mans, directement au sein de la gare, des espaces de coworking, un salon d'affaires pour permettre aux Manceaux qui venaient chaque jour à Paris et qui se prenaient 1 heure de TGV dans les deux sens, et de pouvoir rester sur place 1 ou 2 journées par semaine, travailler à distance, être efficace. Ce sont les externalités positives dont tu parlais à l'instant pour l'entreprise, pour la réduction de sa charge immobilière, pour les salariés, pour leur équilibre vie personnelle, vie professionnelle. L'idée, c'est vraiment d'avoir un maillage territorial le plus important possible, et pour ça, c'est vrai que le territoire du Val-de-Marne est porteur. Il y a des problématiques de transport comme partout, que ce soit les routes, la 86, les RER, le train, et on va essayer de travailler tous ensemble. Donc c'est vrai qu'il y a des réflexions, il y a des projets sur un télécentre, un écocentre. On appelle ça aussi aujourd'hui centre collaboratif connecté. C'est la nouvelle dénomination qui cherche à trouver sa place. En effet, il y a beaucoup de projets. Je crois que
Mais à culpa, nous sommes tous en retard. Il faut qu'on se dépêche parce qu'il y a beaucoup d'initiatives privées et c'est très bien avec les collectivités locales. Il faut arriver à fédérer, il faut arriver à donner un élan général et je crois que c'est l'objet. C'est l'objet de la société pour laquelle je travaille, mais également de tous les acteurs qui se retrouvent aussi aujourd'hui. Et on a besoin des collectivités, on a besoin des salariés, on a besoin des grandes entreprises qui vont nous aider à pousser le concept. Mais l'idée, c'est que c'est vraiment gagnant, entreprise, salarié. Et c'est pour ça que ça va marcher, et c'est pour ça que ça va aller très vite. J'ai une question. Tu représentes une entreprise privée, donc oui. Tu dois faire des profits. Ça renvoie à une question qui est celle du modèle. Aujourd'hui, on tourne autour de cette question du modèle. Qu'est-ce que c'est que le modèle d'un centre d'affaires? Qu'est-ce que c'est que le modèle de ces nouveaux espaces? Dans une intervention où nous étions ensemble il n'y a pas très longtemps, la Caisse des dépôts racontait quelque chose de tout à fait intéressant. C'est ce qui se passe à Amsterdam, donc le pays qui est aujourd'hui le plus pionnier sur ces enjeux-là et qui a donc créé des télécentres pour résoudre les problèmes de congestion qui sont les pires que l'on puisse connaître en Europe dans cette zone qui est d'une très grande densité. Donc ils ont un réseau et en fait ce qu'il y a d'intéressant c'est que la ville d'Amsterdam a pris un engagement qui n'est pas celui de financer les télécentres mais qui est celui d'abonder 15% de ses salariés, donc les salariés de l'administration d'Amsterdam, donc sont encouragés à aller travailler dans ces espaces, qui est une forme de financement. Maintenant, il ne peut pas y avoir que ça. C'est quoi les enjeux des modèles économiques de ces nouveaux espaces? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous maîtrisons bien les business models liés à notre core business. À partir du moment où on part sur de nouvelles localisations, une densité de population différente, une population elle-même différente, il y a forcément un point d'interrogation qu'il nous faut lever. Au moins pendant la période de démarrage que nous estimons entre 12 et 18 mois, où en effet, il faudra ensemble partager le risque, et peut-être y compris que la collectivité, mais je crois que le plus vite on pourra avancer, le plus grand nombre de projets que nous pourrons mettre sur pied va faire que la mayonnaise va prendre, comme disait Joël préalablement. En effet, les centres ouverts se remplissent automatiquement. Donc après, il faut un pricing adapté. Je pense que c'est important. Le prix de sortie pour l'utilisateur, pour l'entreprise, ça doit être attractif. Un poste de travail fixe à Paris, c'est un peu plus de 1 000 € par mois. Voilà, moi, dans mes modèles économiques de télécentre, écocentre, on appelle ça comme on veut, je me suis fixé le pari qu'il fallait au moins diviser par 2 cette somme de manière à être attractif et de pouvoir attirer le plus grand nombre. Je crois que c'est important à travers tes slides aussi, des centres ouverts sur la ville, des centres ouverts sur le public. On ne parle pas uniquement de CSP+, on parle de l'ensemble des salariés. Je crois que c'est important, de cette démocratisation du concept. Je me retourne vers Joël. Et est-ce que vous sentez les politiques mûrs là-dessus? Est-ce que vous sentez les politiques prêts à entrer dans la même engagement que la ville d'Amsterdam? Est-ce que vous les voyez déléguer une partie de leurs salariés dans ces espaces? Quand on me connaît, on va avoir du mal à m'entendre dire oui, suffisamment mûr. Non, peut-être pas encore. Voilà. Ça, c'est, je pense, la réalité. C'est en train de bouger tout de même, hein, de changer. Je pense dans le Val-de-Marne, mais au-delà, en région parisienne, il y a une prise de conscience de plus en plus des collectivités, des institutions, mais bien évidemment des politiques sur une nouvelle offre. Bien évidemment, parce que à partir du moment où il y a un besoin qui est fortement exprimé, il y a la volonté institutionnelle et publique de pouvoir y répondre. Maintenant, c'est vrai que il n'y a pas de modèle en tant que tel. Je pense que chaque produit, selon son endroit, le public auquel il s'adresse, doit construire son propre business plan et son propre modèle financier. Et c'est pour ça que je disais des fois, le public, la collectivité locale, la commune, l'intercommunalité, le département doit au démarrage, surtout pour faire émerger le produit, être là pour faciliter à une localisation pertinente, adéquate, celle qui se trouve à proximité immédiate des transports collectifs, être là pour valoriser le produit, pour aider dans l'accompagnement en termes d'outils de support de communication. C'est par exemple aussi ce que peut faire l'agence de développement, et des fois aussi être là financièrement, parce que c'est vrai que les 12-18 premiers mois,
c'est des mois où il y a tout à inventer et à construire, et donc c'est là où la puissance publique peut apporter, je crois, et avoir une réelle valeur ajoutée. Et c'est tout, je pense, parce que si on veut que ces produits-là vivent, soient pérennes, tiennent la distance, il faut qu'ils soient rentables. Si il y a un marché, il faut que ce marché soit suffisant pour que ces produits soient rentables. Et là, je crois que c'est pour ça qu'il faut faire appel à des professionnels, des opérateurs. Il y a aujourd'hui Régus, bien évidemment. Il y en a aussi d'autres sur le marché. Il peut y avoir des initiatives des fois personnelles, privées, qui émergent aussi dans certains quartiers ou certaines villes. Je crois qu'il y a aujourd'hui de la place pour plusieurs acteurs, pour beaucoup d'acteurs, et parce que je crois qu'en face, à partir du moment où il y a un marché, il y a de la rentabilité, et donc de ce fait, ces produits-là peuvent être pérennes dans le temps. Alors maintenant on va peut-être aborder une autre couche, la dimension technique, à la fois la dimension servicielle et puis la dimension informatique, numérique de ce dispositif. On ne peut pas imaginer, et d'ailleurs c'est parce que cette couche-là existe, que d'ores et déjà des usagers sont rentrés dans cette démarche avec ce qu'on appelle par l'acronyme Bring Your Own Device, donc utilisez vos propres outils, donc ça a ses limites, ce système-là. Et donc, vous, chez Orange, vous intéressez à ce phénomène. Pourquoi faire? Est-ce que, jusqu'à quel point vous pouvez être un opérateur du dispositif? Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette démarche-là? Et quelles sont les réponses que vous êtes, vous, en mesure d'apporter? Vous l'avez dit en introduction, il y a des nouveaux enjeux sur la mobilité, il y a des nouveaux enjeux sur l'agilité à apporter et des services à apporter aux travailleurs, aux TPE, aux indépendants, aux entrepreneurs. Bien sûr, le numérique est une des parties de la réponse, mais on peut aller beaucoup plus loin quand on va associer le numérique avec d'autres services plus classiques, plus traditionnels, qu'on peut également mutualiser. C'est tout l'enjeu qu'on va avoir dans les services qu'on va apporter dans un télécentre. Juste quelques exemples pour illustrer. On parle beaucoup de cloud, on parle beaucoup de numérisation, de sauvegarde, d'archivage. Il y a des tonnes de solutions sur le marché, c'est facile à utiliser. La vérité, c'est que quand vous discutez avec un entrepreneur, c'est pas un problème d'utilisation, c'est pas un problème de savoir utiliser, c'est un problème au quotidien de faire ces gestes-là. Parce que si on le fait qu'à moitié, en fait, on est perdu. Donc, soit on le fait complètement, soit pas du tout. Et ça, c'est lourd au quotidien pour un entrepreneur, parce que son enjeu, c'est d'aller chercher des clients, d'aller chercher de nouveaux projets. Ça va pas être de numériser sa facture EDF ou sa facture URSSAF. Et là, quand on va mélanger une solution cloud avec un service de secrétariat mutualisé dans un télécentre, il va pouvoir mettre ses factures directement dans un classeur, les donner à l'accueil du télécentre et les retrouver le lendemain dans son coffre-fort électronique, classé comme il les avait classés. Voire même, il va pouvoir demander d'avoir une alerte pour payer sa facture URSSAF en temps et en heure, une semaine avant la date d'échéance. Donc, l'ensemble des services numériques associés à des services humains, opérationnels, concrets, va créer une vraie valeur ajoutée qui, là, pour le coup, va pouvoir être utilisée par entrepreneurs. Donc ça, c'est ça le mariage des technologies, du numérique et des services qui répondent aux usages, aux nouveaux enjeux, à l'agilité dont vous parliez. Si on prend l'exemple de la mobilité, rapidement, est-ce que je veux, dans mon après-midi, je suis à Créteil, je suis à Champigny-sur-Marne, est-ce que dans mon après-midi, je veux aller faire une réunion à Cergy-Pontoise, ou est-ce que et me taper 1 heure de transport à l'aller, 1 heure de transport au retour pour 1 heure de réunion, ou est-ce que je veux faire 3 réunions? Avec de la vidéoprésence, je vais pouvoir faire une réunion en vidéoprésence avec Cergy, une réunion en vidéoprésence avec un interlocuteur à Paris, et peut-être en fin d'après-midi, une réunion physique, parce que tout ne se passe pas en vidéoprésence, il y a aussi des besoins de réunions physiques. Mais je peux les minimiser. Et là, on parle de productivité, on parle de nouvelles mobilités, mais qui ont des impacts majeurs sur la productivité, pour l'entrepreneur comme pour le salarié de l'entreprise. Donc on voit bien que ça s'adresse aux différents publics, aux différents usagers de la chaîne de valeur. Alors comment ça va se packager, ça? Parce que est-ce que ça va se packager
autour de l'usager travailleur? Est-ce que ça va se packager autour du lieu? Donc un package lieu avec le service technique. Est-ce que ça va se packager pour l'entreprise? Donc d'un point de vue de l'entreprise, qu'est-ce qui se dessine aujourd'hui? Puisqu'on est aujourd'hui, rien n'est définitif, on en est aux prémices. Qu'est-ce qui est en train de se dessiner là-dessus? On est aux prémices et on se rend compte qu'en fait il y a différentes typologies d'utilisateurs. Le salarié d'entreprise va pas avoir les mêmes besoins, on va pas être sur le même modèle, puisque c'est l'entreprise qui va payer. Le salarié va être un simple, entre guillemets, consommateur. L'entrepreneur, la TPE, elle va être dans une logique où elle va, d'abord sur un cycle de décision beaucoup plus court, mais elle va à la fois être celui qui va utiliser et celui qui va payer. D'accord ? Donc le modèle économique est forcément différent quand on s'adresse à une grande entreprise du CAC 40 ou quand on s'adresse à la TPE, au développement économique local, parce que c'est l'un des enjeux. On parle beaucoup des enjeux de mobilité, de transport, mais il y a un enjeu majeur sur le développement économique local. Qu'est-ce qu'on fait à Champigny-sur-Marne? Qu'est-ce qu'on fait à Ivry? Qu'est-ce qu'on fait à Arcueil? Et là, on répond à ces changements, à cette transformation de la société, où on voit de plus en plus d'entrepreneurs qui créent leur emploi avant de créer l'emploi des autres. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'en effet, vous avez tout à fait raison de souligner cette différenciation. Tout le monde n'est pas égal dans cette organisation du travail. Il y a en effet des populations qui sont déjà totalement autonomisées, indépendantes et qui doivent résoudre par elles-mêmes leurs problèmes. Et puis, il y a l'enjeu de l'entreprise qui organise la délocalisation, la désynchronisation du travail de leurs salariés. Ce sont forcément à l'arrivée des réponses différentes. De la même façon, les problématiques ne vont pas être les mêmes sur des villes très excentrées à la limite de l'Île-de-France, des territoires qui vont être tout près de la capitale et puis la capitale. Donc il manque encore un petit peu de biscuit sur ces investigations. Je tiens à souligner d'ailleurs à cet égard que nous avons conduit, et elle est accessible gratuitement puisque l'étude est publique, sur notre site groupechronos.org, une étude qui a été financée par Oseo, que j'ai eu l'occasion de présenter chez SFR et chez Orange d'ailleurs, et donc qui en effet fait une typologie de cette population. J'en profite aussi pour dire que nous lançons, et d'ailleurs avec Nathanaël et son équipe, une étude, et avec Ville Internet, une association qui adresse les collectivités territoriales, on lance une investigation auprès des collectivités pour mesurer leur sensibilité, pour comprendre ce que sont leurs attentes, et pour voir quelle est leur maturité pour rentrer dans ce type de dispositif. Alors Yann, bonjour. Donc les solutions que propose votre société sont également d'un ordre technologique. Petite anecdote, vous me racontiez que les clients de certains des espaces dans lesquels vous œuvrez travaillent la nuit, ce qui pour des professionnels de l'immobilier va être absolument phénoménal parce que ça va permettre des taux d'usage, d'occupation de ces espaces absolument rêvés. Mais bon, c'était juste une anecdote, vous aurez peut-être l'occasion de le dire pourquoi les gens vont travailler la nuit. Mais dites-nous en deux mots, d'une part, on a compris que vous aviez lancé ceci donc dans le Val-de-Marne, au Kremlin-Bicêtre. Qu'est-ce que vous faites au Kremlin-Bicêtre? Et puis quelles sont les solutions et en quoi elles sont universelles, en quoi elles sont généralisables, en quoi elles pourront être utilisées ailleurs? Oui, avec plaisir. Alors effectivement, on reviendra sur une grande partie de les périodes productives de nos équipes ou les gens qui sont chez nous, c'est effectivement la nuit. On verra un peu tout à l'heure pourquoi. Nous, en fait, c'est assez intéressant parce qu'on vient d'une démarche totalement inverse. Le cœur de notre métier, ça a toujours été l'accompagnement au succès des entreprises et des entreprises innovantes. Donc le cœur de notre offre, ça a été de réfléchir à des solutions pour aider des boîtes de l'économie digitale à réussir. Donc on est parti de services qui sont des services de mentorat, des services d'aide au financement, donc des services en fait très hauts dans l'échelle de valeur pour aller vers les locaux, vers les espaces de travail. Et c'est vrai que ça nous a amené à une réflexion qui est assez étonnante, qui a été de se dire aujourd'hui, les gens avec lesquels on travaille, fondamentalement, mais
pourquoi diable est-ce qu'en fin de compte, ils ont besoin de locaux, en fait? Qu'est-ce qu'ils vont faire dans ces locaux? Et là, les réponses sont vraiment étonnantes. La réponse est que, moi, 95% des gens qui sont aujourd'hui sur Creative Valley, c'est des gens qui ont un profil de développeur logiciel ou d'ingénieur en informatique. Et le seul moment où ils bossent vraiment efficacement, c'est la nuit. Donc, si on les voit arriver avant 16 heures le matin, c'est qu'ils ont, en début d'après-midi, j'entends, c'est qu'ils n'ont pas fait grand-chose avant. Voilà. Donc, le deuxième point, c'est que, paradoxalement, sur ces produits, sur ces entreprises qui sont de l'économie digitale, le marché pertinent, c'est rarement la France, en fait, paradoxalement. Et les équipes sont, je crois que j'ai une seule équipe où tous les associés sont à Paris. Tous les autres, un associé aux États-Unis, un associé est en Corée, un associé ou plusieurs sont en Chine. Donc, un des points importants pour eux lorsqu'ils sont venus chez nous, c'était un service de visio qui tienne la route. Donc, c'était une nécessité. Alors, ce qui est marrant, c'est que moi, je m'avais fait des salles de réunion disant que ça servira pas beaucoup parce que les mecs, ils vont pas faire de réunion. En fait, si, ils sont tout le temps en réunion, ils sont tout le temps devant des écrans. Donc, c'est vrai qu'on a eu besoin de repenser à la manière dont les gens allaient vouloir travailler et à quoi serviraient véritablement ces espaces. Le second point, c'est que dans nos métiers, en fin de compte, on s'est rendu compte que les gens n'étaient pas drivés par l'entreprise à laquelle ils appartenaient. Je pense que c'est vraiment un changement de paradigme pour moi. Moi, j'ai commencé à bosser il y a une quinzaine d'années, j'avais une boîte, j'ai essayé de trouver du chiffre d'affaires, etc. C'était ça notre démarche. Nous, aujourd'hui, les gens que l'on a sur Creative Valley, c'est plus ça du tout. C'est-à-dire qu'il y a une organisation par projet. D'un projet à l'autre, ils vont changer de casquette. Dans un cas, ils seront donneurs d'ordre. Dans l'autre cas, ben non, ils vont être développeurs. Dans un cas, ils vont être porteurs d'une expertise. Dans l'autre cas, au contraire, ils vont aller chercher l'expertise à côté. Et donc, le cœur de l'organisation, c'est cette logique de projet. Et donc, en fait, c'est le projet qui va déterminer ou pas si on a besoin d'être ensemble. Et fondamentalement, une grande partie des gens, effectivement, ils seront en télétravail 3 jours sur 4 ou 4 jours sur 5. Et c'est qu'au moment où ils auront besoin d'être ensemble, qu'ils seront là. Le deuxième point, c'est que les équipes ne sont jamais réunies. Donc, forcément, toutes les conférences se font en visio, en fait. Voilà. Quelques points d'éclairage. Merci beaucoup et moi je trouve ça passionnant en tant que sociologue. C'est vrai que le phénomène le plus important, c'est cette transformation radicale des formes d'organisation du travail, mais même de la conduite, comme vous le dites, aujourd'hui sous forme de projet de cette organisation du travail. Alors, il y a un dernier point que je me paraît vraiment fondamental de souligner, c'est aussi la disparition entre le côté travail et le côté loisir. On est forcément, nous, sur des populations passionnées, on a beaucoup de gens qui sont dans le jeu vidéo, mais aussi dans d'autres secteurs plus traditionnels, le e-commerce ou le développement logiciel. Et en fait, la distinction n'est plus là. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, les gens vont pouvoir être investis à 100-120% dans leur projet, mais quelque part, ils ne seront pas là en train de travailler. Ils sont à fond sur un projet. Et ensuite, la question de la monétisation du projet arrivera souvent dans une seconde étape, en fait. Voilà. Alors c'est étonnant parce qu'on va se retrouver avec des projets qui au démarrage n'ont pas. Je vais vous donner 3 exemples qui me paraissent extrêmement parlants. Le premier, c'était on a une équipe qui va nous rejoindre maintenant et qui a développé une solution de VPN en peer-to-peer. Donc aujourd'hui, la plupart des solutions VPN, il faut quand même un ordinateur central, un serveur central qui va dispatcher les droits. Là, on a des gars qui voulaient jouer à un jeu vintage qui était Age of Empire, un jeu des années 90, et ils se sont dit, bon, il faut qu'on fasse un VPN parce qu'on n'est plus dans le même pays, quoi. Ils ont bossé et 1 an et demi plus tard, ils ont une solution qui me paraît extrêmement intéressante et qui paraît assez révolutionnaire, qui permettra d'avoir un VPN, mais sans accès centralisé, en fait, et sans serveur de base. Donc, c'est si un serveur tombe, le VPN continue à fonctionner. Un autre exemple, on a des gens qui étaient dans une ligue de jeux connectés, de MMORPG. Donc, c'était une association avec 300-400 personnes, une structure qui s'appelle Millennium, et ces gens-là, d'une ligue de joueurs, ils ont passé au mode associatif, et aujourd'hui, c'est devenu une web TV qui rediffuse toutes les grandes compétitions internationales en Corée, aux États-Unis, au Japon. Et sur leur premier exercice, je peux pas, c'est une dimension confidentielle, ils vont dépasser 1 million de vues. Voilà. Et là, on était sur des joueurs qui, de leur passion, ont fait leur travail. Merci beaucoup. Alors, on va vous donner la parole. Je vous propose de préparer vos questions. On prendra les 3 premières questions. Donc préparez-les bien. Mais avant de vous donner la parole, moi j'aimerais revenir vers Frédéric pour lui demander un exercice de boule de cristal. Donc voilà, on est en 2012.
On est en 2012. Qu'est-ce que sera le marché dans 2 ou 3 ans? Comment il sera organisé? Quelle sera son importance? Quelle est la part des salariés, des entreprises qui rentreront dans le dispositif? Et puis, puisque on est sur l'Île-de-France, il y aura combien d'espaces, de ces nouveaux espaces de travail sur l'Île-de-France? Alors, je te prends un peu en traître, mais je suis sûr que tu vas être capable de nous donner quelques indications. Bon, je pense pas que c'est une question traître, au contraire. On voit qu'il y a une très très forte demande. Je crois que ce qui manque, on l'a tous compris ici, c'est l'offre. J'espère qu'il y aura entre 200 et 300 éco-centres, télécentres, on appelle ça comme on veut, sur la région Île-de-France d'ici 5 ans. Ça me paraît être l'objectif, avec entre ces éco-centres, télécentres, des sites plus petits. Alors, ça peut être des stations-service comme on teste, ça peut être des centres commerciaux. Bref, de pouvoir travailler là où on se trouve, pour le temps dont on dispose. Et je crois que c'est ce maillage qui va faire le succès. Et qu'il faut qu'on y travaille tous. Alors forcément, il y a beaucoup d'initiatives privées et on peut s'en réjouir. Ce qu'il va falloir, c'est organiser un petit peu la future profession pour donner de la visibilité à ce projet. Donc quand on ira voir Orange en lui disant « Monsieur Orange, s'il vous plaît, faites plaisir à vos salariés, prenez 3 ou 4 sièges ici dans les télécentres, qu'il y ait une offre qui soit concrète, qu'il n'y ait pas 15, 20 ou 25 acteurs qui viennent frapper à la porte des grands groupes ou des entreprises de taille intermédiaire en leur proposant une fois Créteil, une fois Orly, une fois... Voilà, je pense que c'est le challenge qu'on a tous ensemble de devoir organiser la profession future de ces sites pour les nouveaux travailleurs. Et je pense que ça, il faut qu'on se dépêche de le faire aussi. Merci Frédéric. Nathanaël, Frédéric vient de parler de maillage. Moi, je traduis réseau. Quelle est l'importance de la notion de réseau dans cette organisation ? Pour moi, elle est évidente, notamment à l'échelle régionale. Aujourd'hui, comme le disait Frédéric, une entreprise, si on va l'avoir avec 10 ou 15 lieux situés dans des parts de la périphérie parisienne, ça lui suffit pas. Elle a besoin d'avoir un maillage pour pouvoir répondre à l'attente de tous ses salariés. Donc très concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas d'acteurs qui sont capables aujourd'hui de proposer plusieurs lieux. C'est en construction, donc il faut les rassembler. Il faut les rassembler d'une manière ou d'une autre pour qu'ils parlent tous et que demain, surtout quand on va voir les entreprises, on ait cette capacité à leur proposer une offre de service homogène. Donc c'est ce qu'on a, nous, commencé à essayer de faire via Néonomade, en recensant tous les espaces de travail, plutôt en mode grand public, mais qui demain pourrait très bien être un outil pour les entreprises. Et le dernier point, c'est qu'il faut garder en tête qu'on parlait de développement économique local, plutôt pour les indépendants. Ces personnes-là sont plutôt aujourd'hui sur des lieux uniques, où elles créent un petit réseau, et donc ces personnes-là, elles auront moins besoin d'un maillage à l'échelon du poste de travail, mais plus besoin d'interaction entre les lieux pour créer du business et se développer. Et le dernier point, c'est les nomades. Aujourd'hui, on vient de finir le design et la conception d'un espace dans un hôtel, au Mercure Gare de Lyon, un concept qui s'appelle Easy Work. Mais il est clairement pour des commerciaux, des recruteurs qui ont besoin d'un espace pour une demi-journée. Et là aussi, la notion de maillage pour ces gens-là, pas à l'échelle régionale, mais à l'échelle nationale, elle est importante. Donc on voit qu'on a différents niveaux de maillage, nationaux, régionaux, parfois départementaux, qui répondent à des attentes des utilisateurs qui sont différentes. Et il va falloir arriver à y répondre et à mettre tous les opérateurs ensemble, parce que si tout le monde se regarde en chien de faïence, on va répondre trop tard à ces attentes qui sont aujourd'hui, en fait. Merci Nathanaël. Y a-t-il des questions dans la salle? Ça ne se bouscule pas. Bon, alors... Vous vous présentez, s'il vous plaît? Oui, François Pays, de l'Agence de développement du Val-de-Marne. Je suis responsable de l'international. Est-ce que la profession s'organise pour réfléchir et peut-être faire quelque chose en matière de législation du travail? Car je pense qu'il y a une confusion autour de tous ces espaces, si espace il y a, parce que quand on parle travail en réseau, il n'y a plus d'espace, pas vraiment, hein, en tout cas pas d'espace physique, il y a l'espace du web. Je pense qu'il y a une confusion entre ceux qui sont auto-employés, self-employed, pour employer un terme américain qui existe depuis bien longtemps, et ceux qui sont salariés. Je pense que chez Regus, on
on facture essentiellement, je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais on facture pas des individus, on facture pas des auto-entrepreneurs, on facture surtout des comptes d'entreprise. Et je pense que c'est une confusion qui est un peu grave parce que l'évolution culturelle et législative, juridique, elle n'est pas prise en compte et on part dans toutes les directions. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que la législation du travail va devoir évoluer. Et je pense qu'elle va venir justement par les salariés qui vont avoir ce besoin, forcément, et que le législateur va courir derrière pour régulariser une situation et pour pouvoir proposer à la fois à l'employeur des solutions. Et je crois beaucoup justement à l'utilisation de ces nouveaux lieux de travail pour aussi modifier la relation travailleur-salarié en France, qui est souvent un peu stricte, et j'aimerais qu'on aille vers quelque chose, un peu plus de responsabilisation, peut-être de la part du salarié, un peu plus d'autonomie donnée par l'employeur, et je pense que ça pourrait aider beaucoup à la compétitivité de notre pays dont on parle actuellement. Je pense en effet, et c'était mon propos liminaire, et j'y reviens parce que votre question nous y renvoie, on est au milieu du gué. On est au milieu du gué entre une organisation du travail dont on hérite d'hier et qui est encore prégnante et majoritaire, voire l'élément le plus important aujourd'hui de l'organisation du travail, et puis cette nouvelle organisation du travail telle qu'elle vient de se dessiner autour de cette tribune, très flexible, très désynchronisée, très délocalisée, et il en est de ce domaine comme il en est du domaine du numérique. Il est évident que la loi met beaucoup de temps à se mettre au niveau des nouvelles pratiques. Il a toujours été comme ça, sauf que là on connaît une difficulté, c'est qu'on est dans une telle accélération qu'il faut que le législateur soit très, très attentif à suivre. Vous auriez pu évoquer d'autres questions qui vont être celles de la fiscalité par exemple. Fiscalité, puisque le territoire va recevoir non plus des entreprises, mais va héberger des travailleurs. Et la fiscalité, elle est attachée à l'entreprise. Comment va-t-on faire? Donc on voit qu'on va être vers une série de nouvelles questions. Alors, question justement, il n'y en a pas d'autres dans la salle, sauf si elles se manifestent tout de suite. Et donc je vais demander à nos intervenants, peut-être chacun à leur tour, de dire en 1 minute, un petit peu, allez, de 1 minute et demie, hein, tirez pas trop. En un temps relativement court, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils retiennent de cet échange? Quelle est la chose qui leur paraît la plus importante pour faire décoller ce marché? Je crois qu'on a bien fait d'organiser ce débat, c'est parce que ça montre l'intérêt. On a vu avec les interventions qui étaient passionnantes de nos invités, l'intérêt du sujet, et on voit bien par l'assistance, mais au-delà de l'enjeu. Vous avez évoqué les 3 enjeux salariés, entreprise et territoire, mais on voit bien que derrière c'est un enjeu de société qui se dessine, et d'où l'importance de prendre cet enjeu-là un peu à bras le corps. Bon, on a compris aussi, c'est un élément, je crois, qui revient et qui est très fort de la discussion, que ça a déjà commencé, qu'on a déjà très beaux exemples en France. Bien évidemment, on a des points de repère en Europe et aux États-Unis. Il faut poursuivre, il faut amplifier. Et quand les collectivités, la région Île-de-France sans aucun doute, les collectivités en général peuvent soutenir et accompagner, qu'elles le fassent, surtout qu'elles le fassent, qu'elles n'hésitent pas. Et puis moi, c'est surtout un appel au secteur privé aussi. Je crois qu'il y a ici ou là des initiatives qui sont prises. Oui, il faut sûrement trouver les passerelles et les synergies. Il faudra sûrement aussi les coordonner à terme, mais encourageons-les surtout, parce qu'il y a un marché, il y a des besoins, ils s'expriment fortement, et les produits nouveaux que l'on proposera, les services qui seront avec ces produits viendront apporter de la valeur ajoutée, à la fois au niveau territorial sans aucun doute, mais à valeur ajoutée dans le business, dans les affaires, dans le développement des entreprises. Et puis le maillage, c'est primordial, on l'a dit, c'est vrai à l'échelle d'un département, à l'échelle d'une région, de la métropole parisienne, c'est aussi vrai à l'échelle nationale et internationale. On a de très beaux exemples de centres d'affaires, de coworking, on voit bien avec Regus, avec ATEAC par exemple au niveau national et international, mais je pense au Hub par exemple, un espace de coworking à Londres, qui est né à Londres il y a quelques années. Aujourd'hui il y a 60 hubs dans le monde de coworking. Je crois qu'on a aussi besoin d'aider les entrepreneurs à dépasser les frontières administratives de pays
d'une certaine manière, parce que les enjeux économiques sont aussi là maintenant, et donc il faut faciliter les échanges internationaux. Vous avez explosé vos 2 minutes, mais on vous pardonnera compte tenu de l'intérêt de vos propos. Orange. Moi, ce que je retiens de cette journée, c'est que le train est en marche. Alors oui, il y a des difficultés, vous avez raison. Oui, la France est un territoire particulier avec sa culture, son histoire, ses lois sociales qui fait qu'on a du mal à bouger ce marché du travail. Néanmoins, le train est en marche. Les jeunes générations sont là. Les indépendants, les entrepreneurs sont là. On ne pourra pas y échapper. Donc la question, c'est comment ensemble, collectivités, offreurs de services, comment on accompagne ce démarrage pour qu'on prenne pas trop de retard, parce que l'enjeu il est là. Ça n'a rien de novateur. On croit en France là qu'on est sur un sujet novateur. Ça n'a rien de novateur. Il y a à Amsterdam 120 télécentres. Je parle pas des Pays-Bas ou de la Hollande. Je parle d'Amsterdam. 120 télécentres. Et quand un télécentre à Amsterdam, ça peut être 10 000 mètres carrés. 10 000 mètres carrés. Donc on est dans une autre échelle, on est très en retard, mais le train est en marche. Donc il faut regarder le verre à moitié plein, il faut regarder comment les collectivités et les entrepreneurs et les offreurs de services peuvent accélérer et on fera face au fur et à mesure aux difficultés. Nathanaël, quelques mots de conclusion. Alors, comme on est au CIMI, je vais faire direct, je vais m'adresser aux directeurs immobiliers et aux spécialistes, les space planners, etc., qui accompagnent les transformations d'entreprise pour leur dire, aujourd'hui, arrêtez de passer à côté de l'immobilier, de la mobilité. Introduisez en amont une réflexion plus forte avec RH pour cette dynamique de mobilité. On parle de tout, on parle de campus. Demain, il faudrait arriver à parler au-delà des tours et des campus d'immobilier flexible, du travail à domicile, du travail dans les télécentres et le mettre dans la culture d'entreprise. C'est-à-dire que demain, si vous prévoyez un déménagement, on sait que c'est le moment clé pour identifier un potentiel de passage vers des télécentres et de se dire ok, je vais réduire, passer de 90 000 à 50 000 mètres carrés, mais dans ce cas-là, plutôt que de faire X millions d'économies, j'en fais peut-être un petit peu moins en démarrage, je passe sur du télécentre, mais du coup j'ai une équation bien-être et humaine qui est de grande valeur pour mes équipes. Et ça, je pense qu'aujourd'hui c'est pas encore hyper clair, il y a besoin de sensibiliser, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, mais voilà, on ouvre tous la porte pour plus de discussions avec tous ces acteurs de l'immobilier et pour aider à faire des passerelles avec le RH et d'autres acteurs. Merci Nathanaël. Frédéric, quelques mots. Très rapidement, je pense que la conclusion ici, on est tous d'accord, c'est qu'il faut y aller, c'est le moment de prendre des risques. Donc moi je prépare les équipes pour cette expansion en 2013. On se staffe en conséquence. Et puis on est prêt justement à répondre au projet. J'espère qu'on se retrouvera ici l'année prochaine et qu'on aura déjà, je l'espère, de centres ouverts dans le Val-de-Marne et surtout beaucoup d'autres projets tous ensemble. Et je pense que voilà, c'est un sujet qui fait l'unanimité en plus au niveau de la classe politique. Et ça,